Pakistan depuis Wednesday à Brazzaville, nous avons décidé de bouleverser toute notre programmation pour une seule raison. Le peuple congolais, et comme toute la communauté internationale, se rappelle de cette journée tragique du 6 avril 1994, le jour où les présidents burundais et rwandais sont morts dans un crash ou attentat d'avion. Depuis 20 ans, personne ne connaît la source, les causes exactes de cet attentat. On ne sait pas qui a tiré sur cet avion. Et aussi, il paraît que c'est cet attentat sur cet avion qui a déclenché le génocide de 1994. C'est le plus grand massacre des êtres humains dans le monde après la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947. Jamais un homme ou les êtres humains n'ont jamais manifesté leur cruauté. Mais aujourd'hui, nous ne voulions pas revenir pour une polémique parce que le peuple congolais qui a beaucoup contribué et qui contribue toujours à la stabilisation du Rwanda, du Burundi et du Grand Lac en général, et tous les peuples du monde veulent voir un Rwanda calme. Et il faudra qu'on se dise, ce problème ne concerne pas uniquement le Rwanda, ça concerne le Burundi ou les Grands Lacs en général. Voilà ceux qui ont accepté aujourd'hui de venir participer à ce débat. Et je vous rappelle, chers téléspectateurs, pas de polémique aujourd'hui, mais les gens doivent s'exprimer d'une manière honnête et ça va aussi permettre aux Congolais de savoir ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Ceux qui ont accepté de venir participer à cette émission, je vais commencer par Madame Safi Chantal, elle est écrivaine et elle est de nationalité rwandaise. Madame Safi Chantal, soyez les bienvenus dans notre émission spéciale Rwanda ce soir. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Très bien. Et nous avons monsieur que vous connaissez très bien, il se nomme Guy Milex Bonzi, le directeur de publication d'un journal qui a été suspendu. On attend que la suspension finisse, mais c'est toujours un journaliste. Monsieur Guy Milex Bonzi, on le connaît, on doit plus le présenter. Monsieur Milex Bonzi, soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Monsieur Guy Milex Bonzi va apparaître à l'écran. Voilà, il est à l'écran. Monsieur Guy Milex, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur. Et à ma droite, je vais commencer à l'extrême droite. C'est monsieur Lucien Teli Mbere. Il est aussi de nationalité rwandaise. Il est résident ici à Brazzaville, Congo. Donc vous voyez que le Congo, ce n'est pas aussi, c'est une terre d'accueil. Donc, sur notre plateau, nous avions Lucien Teli Mbere. Monsieur Lucien Teli Mbere, j'espère que je n'ai pas édulcoré ou écorché votre nom. Non, c'est bien prononcé. C'est bien prononcé. Soyez les bienvenus. Merci. Comment vous vous portez? Très bien. C'est bien. Et encore, comme voisin, c'est monsieur Gilles Ondongo, analyste politique. On le connaît déjà, il participe ici pour faire des analyses dans l'émission qui est présentée par notre confrère, mon confrère et mon ami, monsieur Emery Patrice Obargui. Monsieur Gilles Ondongo, c'est un analyste politique, il va nous donner son éclairage sur le génocide rwandais 20 ans après. Monsieur Gilles Ondongo, soyez les bienvenus. Bonsoir, Élie. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission de ce soir. C'est le plaisir. Voilà, on le fait comme j'ai dit à l'introduction, c'est pour que les Congolais sachent que en 1994, le 6 avril, le monde s'est arrêté et la communauté internationale n'avait pas aidé le Rwanda. La grande question est que si les Nations Unies avaient mis les moyens qu'il fallait, est-ce que ce génocide aurait eu lieu? Est-ce que aussi c'était vraiment le 6 que le génocide a commencé ou c'était un processus? Donc c'est un jour de commémoration et aujourd'hui aussi, nous avions compris qu'il y avait tellement de polémiques entre le Rwanda et la France. Donc je vais commencer d'abord avec Madame Chantal Safi. Vous êtes rwandaise et la particularité avec vous est que vous n'avez pas vécu le génocide. Vous étiez dans un pays voisin, en l'occurrence la République démocratique du Congo,
Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes aussi journaliste de formation, si je ne me trompe pas, et écrivain, et bientôt vous allez publier votre livre. Alors, dites-nous, vous n'aviez pas été au Rwanda, vous n'avez pas vécu, vous étiez en République démocratique du Congo. Dites-nous, quand vous êtes allé au Rwanda quand? Je suis arrivée au Rwanda en 2012. 2012. Non, 2012, oui. Venant de Rome, Bruxelles. Venant de Rome et de Bruxelles. Oui. Et pour grandir, vous avez grandi en République démocratique du Congo. Oui, oui. Je suis née à Goma, mais mon père était médecin au nord. Et j'ai grandi là-bas. Et voilà. Voilà. Et donc, quand vous êtes rentré en 2012, vous avez vu le Rwanda. Quelle impression vous avez eue? C'est un pays que je ne connaissais pas. Oui. De par les anecdotes de mes grands-mères. Je le connaissais vaguement, quoi, vaguement. Et puis, que ce soit ma mère, soit mon père, ils vivaient dans une nostalgie que je ne comprenais pas moi. J'étais encore petite et puis je suis allée à l'époque on appelait Ozaïr, Sangani, Bunia, là où j'ai grandi. Puis après je suis descendue à Kinshasa où j'ai fait beaucoup de temps. Et puis après je suis allée en Europe, j'ai fait 10 ans. Et le Rwanda, pour moi c'était un pays très loin, quoi. C'était à côté, mais c'était loin parce que je ne connaissais pas. Voilà. C'était à côté, mais très loin, vous ne connaissiez pas. Non, Donc, je vais vous poser une autre question. Je sais qu'au Rwanda, maintenant, aujourd'hui, il paraît qu'on ne doit plus dire que quelqu'un ou tout, quelqu'un est Tutsi ou toi. On doit dire que tout le monde est rwandais. C'est ça maintenant, non? Ben, pour moi qui suis née à l'extérieur, ces mots-là n'existent pas dans mon vocabulaire. Ça n'existe pas dans votre vocabulaire. Non, non. Voilà. Je dis rwandais ou je suis congolaise par mon histoire, je suis rwandaise par mes origines, mais Tutsi ou tout, ben, donc, Tutsi, c'est vrai. Donc maintenant, vous vous sentez rwandais, rwandaise, ou vous vous sentez la RDC? Parce que vous avez grandi là-bas. Une part de moi est rwandaise par mes origines, une part de moi est congolaise. Et congolaise. Voilà. Merci Madame Safi Chantal. Monsieur Lucien Telimbere, une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait en particulier? Parce que j'aurais appris, je me suis enquêté, que vous êtes, avant d'arriver ici à Brazzaville, vous étiez avant en RDC, et que vous étiez le porte-parole des Hutus rwandais là-bas, des victimes de 84, pas victimes, ceux qui ont quitté quand le FPR est revenu. C'est vrai ou faux? C'est archi faux. Ah bon? Je n'ai jamais été porte-parole. Ah d'accord, donc je me suis trompé, je m'excuse. Okay. Ouais, c'était faux. Alors qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez en RDC? J'étais réfugié comme tout le monde. J'ai quitté le Rwanda en 1994. J'y étais en tant que réfugié, c'est tout. Et vous n'êtes plus reparti? Bon, je suis resté là jusqu'à l'attaque des camps de réfugiés par l'armée patriotique rwandaise qui a bombardé les camps. Les premiers bombes tombaient dans les camps, alors j'étais obligé de fuir en catastrophe avec tout le calvaire que nous avons rencontré en cours de route jusqu'ici. Voilà. Donc depuis là, vous n'êtes plus retourné au Rwanda? Je ne suis jamais retourné là-bas. Et vous n'avez pas envie d'y partir? L'envie est là parce que je suis né là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Bon, l'envie est vraiment là pour pouvoir retourner dans mon pays natal. D'accord, l'envie est toujours là, comme Aimé Césaire dit, et fait toujours bien. Le retour au pays natal, il avait fait un livre. Bon, je vais commencer avec vous, monsieur Guy Milex. En tant que journaliste, quand vous suivez tout ce qui se passe au Rwanda, qui s'est passé au Rwanda, quelle analyse faites-vous? Bon, premièrement, je tiens à rappeler que le génocide rwandais a quand même occasionné près de 800 000 morts. En plus de cela, il y a eu près de 500 000 veuves et 300 000 orphelins, selon certaines statistiques. Donc, il s'agit là d'un crime contre l'humanité
qui reste dans l'histoire. Maintenant, l'affaire du génocide rwandais, il faut aussi le regarder du point de vue congolais, dans ce sens qu'ici au Congo-Brazzaville, il y a des réfugiés rwandais. Je me souviens, il y a 2 mois, je suis allé visiter les réfugiés rwandais installés à Kintele, et grande a été ma surprise de constater que ces gens vivent toujours dans une précarité et dans une pauvreté inimaginable. Mais c'est des gens qui sont arrivés ici en 1994. À l'époque, ils étaient venus, je pense, bien plus de 2000. Aujourd'hui, ils sont près de 600 sur le site, toujours aussi démunis, alors qu'à côté, derrière eux, il y a un vaste chantier où sont construits le stade, l'université Denis Sassou Nguesso et autres. Donc il y a quand même un contraste. Et je pense que si le chef de l'État, de par sa conscience africaine, il aime l'Union africaine, il aime l'unité africaine, il est médiateur international, c'est l'occasion, avec cette commémoration, qu'ils se souviennent un peu de ces réfugiés qui se trouvent à Kintele pour en essayer de regarder leurs problèmes. Intégrer 600 Rwandais dans la société congolaise, je pense que ça ne coûte pas grand-chose par rapport à l'argent engrangé par l'État. Mais je regarde aussi le problème rwandais sous un autre aspect, lequel c'est l'aspect de la réconciliation. Est-ce qu'aujourd'hui au Rwanda, après le génocide, on peut parler d'une véritable réconciliation? D'aucuns dénoncent une justice des vainqueurs, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été condamnés sont en majorité hutus. Est-ce que vous voyez? Et certaines personnes, même les Nations Unies ou les organismes internationaux, dénoncent aujourd'hui la violation des droits de l'homme. Bon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut craindre que demain, il y ait encore d'autres révoltes au Rwanda. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le Rwanda est exempt d'une autre crise. Hein? Je doute fort. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, je ne souhaite pas, mais je dis qu'actuellement le Rwanda a beaucoup de problèmes. Si le président Paul Kagame, comme d'ailleurs tous les hommes forts, il a le mérite d'avoir instauré une certaine unité nationale, dans ce sens qu'aujourd'hui on ne parle pas des Hutus et des Tutsis, les Hutus et les Tutsis se marient entre eux, mais il y a bien d'autres problèmes à l'intérieur du Rwanda qu'il faut résoudre. Voilà, il y a bien d'autres problèmes à l'intérieur du Rwanda qu'il faut résoudre. Vous êtes analyste politique. On doit reconnaître le mérite de Paul Kagame. Il a hérité un pays exsangue, près d'1 million de personnes tuées, tout était à terre. Mais aujourd'hui, le Rwanda est un miracle économique sur le continent africain. D'abord, les autorités congolaises, quand ils arrivent à Kigali, ils sont émus, ils sont étonnés de la propriété de la ville de Kigali. Il y a un essor économique. Alors, est-ce que vous partagez la même vision ou le même point de vue de notre collègue M. Bonzi qui dit, bien sûr, Kagame a réussi l'unité, la stabilité du Rwanda, mais qu'il reste d'autres problèmes de fond à résoudre? Je suis d'abord très honoré de participer à ce plateau spécial sur le Rwanda, parce que nous avons connu également, à une petite échelle, les guerres cycliques de 93, 97 ici au Congo-Brazzaville, avec tout ce qui peut comporter en termes de déchirement. Le Rwanda aujourd'hui présente 2 facettes. D'abord, la première, c'est un pays où les performances économiques sont reconnues par la communauté internationale et qui épate même les économistes. Pour preuve, il y a une économiste, Diane Béleveau, d'une société exploration-distribution qui reconnaît que les efforts enclenchés depuis l'arrivée au pouvoir du président Paul Kagame sont indéniables. Ça, c'est un fait. Pour preuve, le Rwanda est reconnu aujourd'hui, quand vous regardez le classement Doing Business, le Rwanda aujourd'hui occupe le 32e rang. Et le Rwanda aujourd'hui... Le Congo occupe... Le Congo, nous sommes... dans les derniers. Nous sommes parmi les derniers. Et autre chose également, le Rwanda est l'un des pays
les moins corrompus au monde. Il occupe la 49e place selon Transparency International, ce qui est très rare pour des pays africains. Et il faut avouer que tous les témoignages qui nous proviennent du Rwanda montrent que c'est un pays discipliné, c'est un pays qui travaille en dépit de l'absence des ressources minières, forestières que nous avons au Congo. Et le Rwanda aujourd'hui s'appuie aujourd'hui sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour booster son développement, ce qui est appréciable. Mais au-delà de cet aspect, il faut reconnaître qu'il y a des efforts à faire, des problèmes graves, notamment sur le point de vue réconciliation. Parce que le Rwanda connaît également des problèmes au niveau de la liberté d'expression. Pour preuve aujourd'hui, Victor Ingabire, qui est l'une des opposantes au régime rwandais, est emprisonné pour 15 années de prison pour avoir négationnisme du Rwanda, même pour organisation déstabilisation des régimes alors qu'il n'y a pas d'épreuves. Nous avons connu également le Rwanda aujourd'hui avec beaucoup de milliers et des milliers de réfugiés Hutus qui sont à l'étranger. Et moi je dis, la situation du Rwanda passe par l'implication des États-Unis. Parce que lorsque l'on remonte l'histoire, même du président Paul Kagame, le président Paul Kagame, il avait quitté le Rwanda en 1959, après le massacre des Tutsis par les Hutus. Et le président Kagame a grandi dans un camp réfugié en Ouganda. Et après ses études en Ouganda, lorsqu'il décide de soutenir le président Yoweri Museveni, Museveni prend le pouvoir en 1986 et le président rwandais Paul Kagame, il suit une formation aux États-Unis, dans la ville de Fort Living, notamment au Kansas, et il revient pour prendre la tête du FPR à la mort du général régime. Voilà, de Fred Rugema qui a été assassiné parce qu'il y a eu d'abord une première incursion du FPR en 1990 qui avait échoué et plus tard en 1993 il y a eu des accords d'Arusha qui avaient tenté de réconcilier les deux parties belligérantes. Malheureusement, avec l'assassinat du président Juvenal Habyarimana en 1994, qui était l'un des éléments déclencheurs du génocide rwandais. Et je pense que la situation du Rwanda ne peut se résoudre qu'avec l'implication de la communauté internationale, notamment les États-Unis. Parce que dans le budget du Rwanda, les États-Unis contribuent à hauteur de 40% du budget du Rwanda. En 1995, une année après le génocide, c'était à hauteur de 100%. Je pense que la situation du Rwanda passe par l'implication des États-Unis. D'accord, la situation du Rwanda passe par l'implication des États-Unis. Je voulais aussi rappeler aux téléspectateurs que, bon, bien sûr, on parle beaucoup de Juvenal Habyarimana, le général, on oublie monsieur le président burundais Cyprien Taïmira, parce que je n'ai pas... voilà. Voilà, Tajamira. Bon, écoute, monsieur Terimbele, bon, vous avez suivi un peu ce que on a dit, on a peint un plateau, une image du Rwanda sur le plan économique qui réussit, et puis mais sur le plan de la liberté d'expression, on dit que la liberté d'expression n'est pas tellement rassurée, et on a le cas de madame Victor Ingabire qui a été arrêtée, emprisonnée pour 15 ans d'emprisonnement pour avoir refusé l'existence du génocide. C'est donc on dit, et puis bon, pour d'autres accusations. Mais vous, je ne prendrai pas les gants et vous n'allez pas m'en vouloir si je vais vous identifier. Vous êtes Hutu, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, quand vous regardez ce régime de Kigali, est-ce que vous sentez, vous comprenez un peu tout ce qu'on dit ici, que bon, c'est un pays où la réconciliation est venue, qu'il y a quand même des problèmes, qu'aujourd'hui, vous croyez que si vous rentrez au Rwanda, vous serez arrêté? Bon, je crois que je ne commencerai pas à répondre à cette question, bon, parce qu'il y a des raisons personnelles que je ne peux pas étaler ici.
Non, ici au Congo, on est libre, c'est pas comme au Rwanda. Oui, je le dis. Bon, normalement, le dossier concernant le réfugié est parfois secret. On ne dévoile pas devant les caméras. Vous ne voulez pas dévoiler quoi? Non, je demande, la question est ceci. Ouais. Si vous rentrez au Rwanda aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez mieux pour rentrer au Rwanda? Et justement, c'est ce que je vous dis. Je peux bien rentrer au Rwanda si je ne rentre pas. Oui. Je dis que c'est mon pays natal. Si je ne rentre pas, c'est qu'il y a des raisons qui font que je ne puisse pas rentrer au Rwanda. Mais pourtant, il y a des gens qui sont repartis. Le président Kagame est arrivé ici. Il a dit que le Rwanda, c'est un pays sûr. Vous devez rentrer. Et vous ne rentrez pas. Vous croyez que le monsieur Kagame, il ment alors? Le président Kagame... Ici, il ne cache rien. Oui, justement, le président Kagame ne peut jamais dire que voilà, dans mon pays, ça ne va pas. Mais il y a des rapports qui sortent sur le Rwanda, qui démontrent qu'il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Il y a une fois, je ne sais pas vers quelle année, le Rwanda a été classé 156e parmi les pays qui ne respectent pas le droit d'expression. Il a été, cette année-là, le Rwanda a été comparé comme la Birmanie, en ce qui concerne le non-respect des droits de l'homme. Bon, pour ce qui est, je voulais juste parler sur le cas que vous avez dit de Madame Victoire Ingabire, pour dire que il n'a pas nié qu'il y a eu le génocide. On l'accuse de négationniste parce que lorsqu'elle est arrivée à Kigali, elle a dit j'ai vu les ossements de Tutsis, mais je sais qu'il y a des Hutus qui sont morts. Où sont leurs ossements? Alors, dans les ossements, on ne peut pas savoir qui est Hutu, qui est Tutsi. Je dis que c'est ça, c'est ce que Mme Ingabire, parce qu'aujourd'hui, on parle, j'ai suivi le discours du président Kagame, il parle des génocides de Tutsi, et il met un point. Mais non, c'est ce que Mme Ingabire est arrivée au Rwanda, c'est la question, c'est pas les mots que j'invente. Mme Ingabire a dit, ok, j'ai vu quand est-ce que, maintenant, les os de Hutus qui sont morts, que ce soit ici, au Rwanda, pendant les 100 jours, et ceux qui ont été tués à 96, parce qu'il y a le rapport mapping des Nations Unies qui est sorti en 80. Il y a des Hutus. Les 100 jours, il y a des Hutus qui ont été tués par le FPR. Oui, je donnerai les la guerre, c'était la guerre. On reconnaît qu'il y avait des Hutus qui étaient morts aussi. Oui, effectivement, effectivement, même Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que les idéologues du génocide étaient les Hutus? Fionex Bagasora, de Hutu Power, il était un Hutu, non? Oui. Vous reconnaissez quand même ça? Je crois que c'est à la justice de le dire, de le prouver. Le Fionex Bagasora a été arrêté au Cameroun et il a été conduit au tribunal pénal international. Il a été jugé en première instance, il a été reconnu coupable et avec verdict il a été condamné à perpétuité. En appel, Bagosora, cette fois-ci, le tribunal n'a pas pu défendre sur le plan organisateur. Attends, il n'a pas pu 30 ans. Donc il a écopé 30 ans de prison, ce qui veut dire si il avait été reconnu comme planificateur, il allait subir la prison à perpétuité. Là, ce sont des faits qui sont réels. Bagosora, déjà le verdict est tombé, il a été condamné 30 ans de prison au lieu de la perpétuité. Or, s'il avait été reconnu comme planificateur, il allait recevoir comme sentence la perpétuité. Qui parmi ceux qui ont soupçonnent comme génocidaires ont eu la perpétuité, que vous connaissez? Qui? Il y a beaucoup de... Comme qui? Notamment, je ne peux pas citer leur nom. Écoute, je vais rester avec vous, parce que c'est Interahamwe. Bien sûr. Les Interahamwe, c'était les qui? Lors de multipartisme, les Interahamwe étaient le jeune. Vous savez, les partis, c'est comme, il y avait beaucoup de partis politiques au Rwanda. Il y avait le MRND d'Abiyarimana, leur jeunesse, on les appelait les Interahamwe. Il y avait le MDR. Je continue, les MDR, ils avaient leur jeunes. Et les Interahamwe, ils ne tuaient pas les Tutsis, et puis les Hutus qui supportaient les Tutsis?
Bon, je crois que cette question, quand vous m'avez posé la question de vous dire qu'est-ce que c'est des Interamwe, les Interamwe, je vous ai dit que quand ils ont été créés, c'était la jeunesse du parti. Oui. Comme le MD avait les JDR, comme le PSD avait les jeunes de ce parti PSD, comme on les appelait Abakomos. Donc chaque parti politique avait la jeunesse. Donc les Interamwe ont été créés pas pour le génocide, ils existaient bien avant. Ils existaient bien avant, comme les autres jeunes du parti. C'est comme en Côte d'Ivoire, les jeunes patriotes. Donc vous attestez, quand vous dites qu'ils étaient avant, vous attestez donc que le mécanisme du génocide n'a pas été déclenché le 6. C'est une procédure qui existait déjà longtemps. Bon, vous allez venir. Sentez-vous à l'aise, hein, parce que vous devez aussi éclairer l'antenne, que les gens comprennent ce qui s'est passé. Oui. Ça va aider à la réconciliation nationale. Mais Madame Chantal, Safi, bien sûr que vous n'aviez pas vécu la réalité de tout ce qui s'est passé. Vous êtes un peu différent de votre compatriote, qu'eux ils ont vécu, mais vous étiez à l'extérieur. Est-ce que vous avez un rancœur aujourd'hui vis-à-vis de Hutus? Non, je ne dirais pas que j'ai un rancœur, non. Vous n'avez pas de rancœur? Non, je n'ai pas vécu ça, j'ai pas... Vous avez quand même les familles lointaines qui sont mortes. Oui, dans chaque famille, en tout cas, dans chaque famille toute fille, il y a eu des morts, ça c'est sûr. Mais seulement que je ne peux pas avoir ce sentiment-là, parce que je n'ai pas vécu l'événement, quoi. Ce crime-là, je ne l'ai pas vécu. Peut-être de loin, oui, mais je n'ai pas ce rancune-là. Moi, franchement, je n'ai pas ce rancune-là. Qu'on soit tout de suite devant moi, si on est bon, on est bon. Hein. C'est un être humain. C'est un être humain, mais moi, ça me choque quand des gens nient. Parce que moi, je suis allée sur le champ. C'est vrai que j'ai lu des livres, c'est vrai que j'ai regardé des films, c'est vrai que les gens ont raconté hein. J'ai aussi des amis autour que j'ai rencontrés en Europe, on partageait, on discutait. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, ce que j'ai vu, je dirais que quand j'étais en Europe, j'étais dans une fiction. Et là, vous avez vu la réalité. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai eu une autre vision, une autre, comment je peux dire ça? Dites-nous, qu'est-ce que vous avez vu vraiment quand vous êtes arrivé? J'ai vu tout l'enthousiasme, l'unité, la solidarité. J'ai vu de l'amour dans les yeux de tout le monde, vraiment. Est-ce que vous avez visité les sites de commémoration, là où il y a eu les ossements, vous avez visité? Oui. Et ça vous a fait quoi quand vous êtes arrivé là-bas? La colère. La colère, la tristesse. Contre ceux qui ont organisé, ceux qui ont commis ce drame. C'est normal, c'est un sentiment normal. C'est comme quand on était à l'école, on parlait de la Shoah. C'est vrai que c'était loin, mais quand même, ça me faisait froid au dos, je pense. Vous avez vu votre Shoah? J'ai vu le Shoah, et ça m'a fait très mal. Et j'ai écouté les témoignages, et j'ai été dans le village, hein, parce que, tu vois, quand tu viens de loin, tu veux voir, tu es curieux, tu veux tout voir. Et c'est là que tu racontes vraiment tu racontes des gens que tu ne connais pas, qui te racontent, qui sont plus fortes, des personnes qui sont plus fortes que toi. Je te dis, mais moi, j'ai fait des caprices. Tout ce qui m'arrive, je pleure pour ceci, je me plains pour cela. Et si ces personnes sont debout, si ces personnes se réconcilient avec les voisins qui ont tué leurs enfants, qui ont pilé, moi j'ai vu des images. Les enfants ont été pilés dans le mortier? Oui, dans le mortier, j'ai vu ça. J'ai vu des femmes où on a mis de bois dans leur corps. J'ai vu des enfants, des murs où il y avait du sang. On prenait le bébé, oui, contre le mur, carrément. J'ai vu du sang, j'ai même des photos. J'ai pris des photos, jamais. C'est une chose que
D'habitude, je suis quelqu'un qui a peur. Je suis quelqu'un qui a peur de la mort, qui a peur du sang. Mais je ne sais pas, j'ai eu aussi cette force-là. Ils m'ont communiqué cette force-là. D'accord, madame. Mais quand vous voyez ça, vous savez que c'est les Hutus qui ont fait, en majorité. Oui. Vous les avez pardonnés. Bon, si ceux qui ont commis ce crime-là, les gens pardonnés. Et vous les avez pardonnés vous aussi. Je n'ai pas de choix. Voilà. Je me dis, mais si le voisin a tué la voisine ou l'enfant de l'autre, j'ai écouté des témoignages, non pas possible. J'ai vu des enfants qui étaient petits, ils avaient 5 ans, 6 ans pendant le génocide. Aujourd'hui, c'est des garçons, des filles qui ont 25 ans. À la 19e commémoration, je les ai vus, on les a placés, 19 jeunes devant nous. Au début, je n'avais pas compris ce que c'était. Et les enfants devaient raconter ce qu'ils ont vu. Vécu. 5 ans, 6 ans. Mais madame... Et à la fin, ils n'ont même pas pu raconter parce que c'était trop fort. Oui, je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que vous comprenez aussi les gens qui disent que oui, les Hutus ont commis le génocide, mais en République démocratique du Congo, le FPR a aussi commis le génocide, donc c'est comme si c'est un match de football 1-1. Non, moi je ne suis pas dans ce... Vous ne comprenez pas tout ça? Non. Ce qui s'est passé là-bas, c'est autre chose, pour moi, quoi, selon moi, quoi. Je ne veux pas mélanger les choses, non, je ne mélange pas, et je n'y étais pas, j'ai lu, j'ai vu, je me base, pour moi, la réalité que je trouve sur le site, ce que j'entends, ce que j'ai vu, c'est ça ma version. Aujourd'hui, je sais encore avec vous. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Mme Ingabeka lui aussi l'a dit cela, et que quand même il y a eu 800 ou presque 1 million de morts, et parmi ces morts-là, il y a eu quand même aussi les Hutus qui ont été tués. Et qu'aujourd'hui, quand on veut faire cette commémoration, on sait aussi pas qu'on refuse, on sait que le but était d'en finir avec les Tutsis. Oui. Mais est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des gens qui disent que oui, il y a quand même les Hutus qui ont défendu les Tutsis et on les a tués. Pourquoi aujourd'hui on parle seulement de la commémoration du génocide Tutsi? On ne peut pas dire que la commémoration du génocide rwandais, par exemple. En tout cas, moi, on m'a toujours, ce que j'entends, on dit commémoration pour le génocide perpétré contre les Tutsis et les Hutus modérés. Ça, c'est ce que moi j'attends. J'ai jamais attendu, on dit stop Tutsi. Non. D'accord. On reconnaît, le Rwanda reconnaît qu'il y a des Hutus qui sont morts. Oui. On le reconnaît. Mais sur les ossements, j'ai jamais vu, on a marqué Tutsi sur les ossements. Non, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Bon, ok, madame. Bon, maintenant, Guy Millet, vous voyez un pays qui reste avec 500 000 veuves, c'est quand même quelque chose d'horrible. Hein? Je ne sais pas comment cette femme la vit. Mais est-ce que vous comprenez, parce que monsieur Ombongo dit, pour résoudre le problème au Rwanda, il faut une implication des États-Unis. Est-ce que vous ne voyez pas que l'implication des étrangers dans le problème rwandais, en particulier comme la France, parce qu'on va un peu en parler du rôle de la France dans le génocide au Rwanda, est-ce que vous ne voyez pas que le fait que les étrangers non-africains en particulier, donc européens et nord-américains, amplifient plus la situation, compliquent la situation? Non, mais je suis d'accord. Hein. Vous savez que l'histoire a toujours démontré que les Occidentaux sont en Afrique pour leurs intérêts. Et donc, les problèmes des Africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Voilà pourquoi c'est une bonne chose pour le chef de l'État d'avoir initié, d'avoir fait venir Paul Kagame ici à Oyo à maintes reprises, certainement pour débattre de toutes ces questions, même si d'une part, d'autre part, dans son propre pays, il n'a pas toujours rassemblé toutes les forces vives, mais c'est au moins un mérite que nous lui reconnaissons. Mais entre-temps, il y a une chose sur laquelle je dois revenir, c'est le problème économique du Rwanda. Hein, je vous ai entendu vanter les mérites du Rwanda économiquement, mais vous savez bien que 50% du budget du Rwanda est financé par la communauté internationale. Et d'aucuns qui font même la polémique disent que les 50 autres restants, le Rwanda pille les richesses de la RDC. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est un secret de polichinelle, c'est une allusion à peine voilée faite
au rapport des Nations Unies dans ce sens. Plusieurs rapports des Nations Unies ont tout souvent confirmé cela. Oui, excusez-moi, monsieur. Si les Nations Unies, si vous ne voulez pas que les Nations Unies ont un problème particulier avec un régime, parce qu'eux, ils étaient incapables de résoudre le problème, atteindre le feu. Donc aujourd'hui, il faut présenter le Rwanda, présenter le FPR, présenter Kagame comme le grand démon, comme Adolf Hitler, parce qu'eux-mêmes étaient incapables de faire des choses. Vous croyez au rapport des Nations Unies? Mais attendez, ces rapports ne sont pas toujours fondés sur du n'importe quoi. Hein, c'est des faits, c'est des enquêtes qui sont menées sur le terrain. On ne peut pas les balayer d'un revers de main. Il y a toujours un fond de vérité dans ces rapports. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est quand même triste aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la France par rapport au Rwanda, qui n'a pas assisté à la commémoration parce que le président Paul Kagame aurait fait une sortie médiatique qui n'a pas plu à la France. Mais le président Paul Kagame devrait quand même reconnaître aussi les efforts de la France dans certains cas. Nous avons assisté tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, au procès de Pascal Simbikangwa, qui a été condamné. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on parle des États-Unis, mais les États-Unis, quelque part, constituent aussi une mémoire. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai appris, et je pense que notre confrère, notre frère qui est là, rwandais, peut nous dire davantage, c'est que il y a un certain moment, le tribunal pénal international pour le Rwanda, notamment par le truchement de son ancienne présidente, Madame Carla Delponte, justement, avait voulu mener aussi une contre-enquête pour juger les génocidaires Tutsis, c'est-à-dire ceux qui étaient responsables des exactions sur les Hutus. Mais vous savez que cette dernière a été limogée et certaines indiscrétions disent que les États-Unis ne sont pas étrangers à cela. Donc, je vous en prie, monsieur. Oui, mais je voudrais revenir, je reste toujours avec vous, sur le problème de la France, avec M. Simplice Pascal Simbikangwa. Pascal Simbikangwa. Mais il faut aussi noter que la France, c'est parmi les derniers pays dans les pays occidentaux qui a ouvert un procès sur le problème rwandais. Il faut aussi rappeler que la France, a participé, aider l'armée nationale rwandaise à l'époque. Et ce n'est pas... Et quand le président Kagame, il dit que la France et la Belgique doivent avoir le courage d'assumer ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il a dit du mal? Voilà, moi aussi. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit du mal? Mais moi je pense qu'à ce sujet, il faut bien gérer le problème. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des militaires français qui ont participé à l'opération turquoise à l'époque, qui ont été indexés comme ayant participé au génocide, hein? Mais ce sont des cas isolés. Je ne pense pas que la France... Parce qu'aujourd'hui, je viens, s'il vous plaît, je viens. Aujourd'hui, même lorsqu'on parle de planification du génocide, vous savez que le tribunal pénal international était obligé de relaxer tous les responsables qui ont été poursuivis pour ça, pour absence de preuves. Donc la planification du génocide à ce jour n'est pas prouvée, n'est pas chose prouvée. D'accord, je vais vous arrêter là parce que je ne veux pas que vous continuiez à parler, mais je veux qu'on donne la parole à quelqu'un. Mais souvent c'est un peu difficile quand tous ceux qui devaient justifier sont déjà tous morts. On ne sait pas si on va les retrouver. Bon, mais je veux vous revenir sur la France. Est-ce que Pierre Péan a écrit dans son livre, les militaires et les instructeurs français qui aidaient l'armée nationale rwandaise à l'époque étaient sur le terrain pour régler les artilleries, aider comment conduire des chars. Est-ce que ça, ce n'est pas synonyme à donner une aide? Oui, mais tout à fait. Vous savez que déjà le pasteur Bizimungu, président du Rwanda, juste après le génocide, il était l'un des fervents partisans du président Juvenal Habyarimana. Et à l'époque, en 90 déjà, il avait démissionné pour dénoncer déjà l'exacerbation des tensions communautaires faites par le régime Hutu du président Juvenal Habyarimana.
il avait décidé de rejoindre le Front patriotique rwandais en exil en Ouganda. Ça montrait déjà que le régime Hutu, soutenu par la France, bénéficiait du soutien logistique, du renseignement de la France. Et ce qui arrive aujourd'hui, quand vous constatez dès lors que le régime du FPR arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de mettre comme langue officielle la langue anglaise. C'est pour montrer déjà la rupture, parce que je pense que il était tout à fait normal que la France puisse quand même se reconnaître son implication dans le génocide rwandais. Parce que quand vous remarquez à l'époque, il n'y a jamais de génocide spontané. Ce sont il y a d'abord des prémices. Pour preuve, le pasteur de Zimungu était un Hutu. Il a dénoncé ce qui se passait dans son propre camp parce qu'il percevait déjà le danger. Et si à l'époque il avait allié le régime, le front patriotique rwandais du président Paul Kagame, c'est parce qu'il sentait à travers le discours du FPR que c'était un parti à même de garantir la réconciliation nationale des fils et rwandais. Mais malheureusement, dans la pratique du pouvoir du FPR, ils se sont mal compris. D'accord, on va observer une interruption publicitaire. Quand on va revenir, je vais donner la parole à Lucien, qui semble ne pas être d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Et même pour la petite histoire, Pasteur Bizimungu aujourd'hui est dans l'opposition. Donc ça veut dire que tout ne s'est pas bien passé avec le FPR, qu'il pensait que c'est les grands réconciliateurs. Bon, écoute, donc on va observer un moment de publicité. Quand on va revenir, je donnerai la parole à monsieur Tilim Béré pour qu'il nous donne son point de vue pour tout ce qu'on a dit, parce qu'il paraît que dans les moments, les portions du terrain que le FPR avait conquis dès les années 90, là-bas aussi, il y avait une génocide contre les Hutus. On les tuait, il faut qu'on prenne ça en compte. Et il faut savoir aussi que la France a joué comme un caméléon, parce que pendant qu'il soutenait le gouvernement à majorité Hutu au Rwanda, à côté du Rwanda, c'est le Burundi, c'était un gouvernement Tutsi que la France soutenait contre les Hutus de CNDD qui sont revenus au pouvoir aujourd'hui. Donc ne quittez pas. Bienvenue dans le monde Africa. Aujourd'hui, on gère en famille. Monsieur Osala est fonctionnaire à Brazzaville. Sa femme réside à Pointe-Noire et sa fille fréquente à l'étranger. Il a acheté sa carte Africa en même temps que celle de sa femme et de sa fille. À chaque fin de mois, ils chargent leur carte pour Brazzaville pour des besoins familiaux, soit en cash, par chèque, par virement de son compte via Direct. Par ce moyen, Osala est rassuré car il sait que sa famille aura instantanément le montant recherché. Sa femme retire l'argent pour les dépenses mensuelles de la maison et sa fille gère son argent de poche et sa scolarité. En plus, Osala a recommandé Africa à tout son entourage et ils peuvent se soutenir mutuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de besoin, à partir de l'accès à leur carte via le site web. N'est-ce pas génial? Véritablement génial. Africa, votre carte Visa prépayée rechargeable avec son compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et sur tous les revendeurs agréés. Africa. Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA, Africa's Global Bank. Je rappelle à notre téléspectateur que aujourd'hui c'est une émission spéciale sur le Rwanda parce que je ne vois pas pourquoi Radio France Internationale, France 24, BBC, Voice of America, CNN et autres, j'en passe, même NHK au Japon vont consacrer 2 heures, 4 heures sur le génocide du Rwanda et puis nous, les Africains, on ne fait rien, on passe le temps à danser et puis discuter entre nous, c'est important qu'on le fait. Et puis, ça doit aussi servir aux leçons aux Congolais et les autres que ce qui est arrivé chez le voisin peut arriver chez nous aussi si on ne prend pas les mesures importantes pour voir les erreurs qui sont passées ailleurs. Et c'est le pourquoi nous félicitons le président Denis Sassou Nguesso qui s'implique réellement, qui va au Rwanda régulièrement, voir comment, après près de 1 million de morts, il y a eu des réconciliations, la stabilité est venue. Et puis le Rwanda est un pays aujourd'hui qui, un jour, pourra devenir un pays émergent. Alors, monsieur Lucien,
Télimbéry, vous avez suivi tout ce qu'on a dit ici. Vous, en tant que Rwandais et en tant que Hutu, vous vous sentez, pas vous, hein, coupable un peu, non? Le coupable, bon, vous savez que la faute est individuelle. En aucun cas, je peux me sentir coupable de quelque chose que je ne reproche pas. Je ne sais pas si vous me permettez de voir ce qu'on a dit. Oui. D'abord, avant que je ne parle, je voulais... il y a quelque chose comme d'ambiguïté sur les ossements que j'ai parlé. Donc, les ossements qu'on a montrés à Madame Ingabire, on lui disait que les ossements que vous voyez, ce sont les ossements de Tutsis que les Hutus ont tués. C'est pour cette raison qu'elle a demandé, oui, ça ce sont les ossements de Tutsis. Maintenant, où sont les ossements de Hutus? Parce qu'il faut le dire. D'abord, pendant les songes, il y a beaucoup de Hutus. Si on avait le temps, j'allais vous donner les chiffres. Lorsque le Rwanda dit qu'il y a eu 1 million de morts, parce qu'il y a 2 rapports. Le rapport des Nations Unies confirme 800 000 morts. Le rapport du Rwanda donne les chiffres de 1 million de morts. En 1994, on venait de faire un recensement de la population. Donc le pays, la population du Rwanda était estimée à 7,5 millions. Les Tutsis représentaient 13% de la population. Alors, lorsque vous prenez ces chiffres, il y a 500 rescapés. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Mais non. 13% de la population, si 7 millions représente 1 million et quelques poussières. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Oui, je vous suis, je sens un peu là où vous allez. 13% de la population Tutsi représente maintenant 1 million et quelques, si on fait des calculs. Oui. Maintenant, le régime de Kigali a publié un rapport, je crois en 2008, un rapport après avoir compté un à un qui a eu plus d'1 million de morts. Maintenant, si on calcule les 500 rescapés Tutsis, alors vous prenez les 1 million de morts, moins 500 000 rescapés, vous trouvez qu'il y a à peu près 400 et 500 000 Hutus tués. Je peux vous donner un exemple. Il y a les évêques... Juste une minute, si je vous entends bien, vous êtes en train de nous dire que si il y a eu 13% de la population qui est environ 1 million d'habitants. Oui, de Tutsis. De Tutsis. Oui. Donc ça veut dire que s'il y avait 1 million de personnes qui étaient mortes, c'était des Tutsis. Donc il n'y aurait plus de Tutsis au Congo, au Rwanda. Voilà pourquoi je dis que... Donc là, vous êtes en train de mettre en doute le chiffre qu'on donne alors. Non, je ne mets pas en doute le chiffre. Vous voulez dire maintenant que c'est équilibré, il y a peut-être eu 300 000 Tutsis morts et 600 000 Et d'ailleurs, le problème, ce n'est pas de savoir qui a tué moins, qui a tué plus. Ah, d'accord. Ce qui nous intéresse, on devrait tout mettre la réconciliation. Oui. Parce que je dis, je ne nie pas le chiffre, mais je dis plutôt que c'est visiblement, comme il y a eu 500 000 rescapés, c'est visiblement qu'il y a des milliers et des milliers de Hutus qui ont aussi péri et qu'on comptabilise parmi les Tutsis. Parce que c'est clair. Si vous dites qu'il y a eu 500 000 rescapés, c'est-à-dire que... Bon, mais maintenant, avant de arracher la parole... non, on ne vous arrache pas la parole. Voilà, sur la France. Sur la France. Oui. J'ai entendu les co-débatteurs dire, bon, ils formaient l'armée rwandaise. Entre-temps, c'était un gouvernement. Le gouvernement peut avoir des accords avec n'importe quel pays. C'est comme le Congo peut avoir des accords militaires avec n'importe quel pays. Ça, c'est l'argument que le gouvernement français a entendu sur M. Hubert Védrine a dit aujourd'hui pour un peu se dédouaner de sa responsabilité. Bon, il n'est pas question de se dédouaner. La France, même après le discours du président Kagame, est-ce que l'Élysée, permettez-moi de l'Élysée a dit que nous sommes ensemble avec les Rwandais pour rendre hommage à tous les victimes. Lorsqu'il dit tous les victimes, il veut inclure les Hutus. En fait, c'est ça où le bas blesse entre le Rwanda et la France. Parce que la France, c'est quoi? La France a le dossier. Vous savez que la justice française
avaient émis des mandats d'arrêt contre le président. Bon, il y a des témoignages. Il y a l'ancien chef d'état-major de Kagame. Il y a l'ancien chef Nyamwasa. Voilà. Il y a aussi l'autre là qui a été assassiné, Patrick Karegeya. Il y a son directeur de cabinet qui s'appelle Rudashiga Théogène, qui est en exil en France. Eux, ils ont sorti un communiqué commun qui disent voilà, nous regrettons d'avoir participé avec Kagame dans des actes qui ont provoqué des morts. Et ils disent avoir détenir des preuves, qu'ils étaient même prêts avant sa mort. Il avait des preuves pour démontrer que l'avion d'Abiyarimana a été abattu sur l'ordre de Kagame. Il était chef de renseignement militaire extérieur. Oui. Excusez-moi. Oui. Si M. Karegeya, avec toutes ces informations-là, il était en Afrique du Sud. Oui. Pourquoi il n'a pas donné ça en Afrique du Sud? Pourquoi il a toujours menacé que j'ai les informations? Pourquoi il n'a jamais livré? C'est parce que c'est la France qui avait ce dossier. Je vous ai bien dit que la France avait lancé des mandats d'arrêt. Maintenant, elle disait qu'ils ont Vous pensez que si la France, avec la haine que la France, ou peut-être trop dit la haine que la France a vis-à-vis d'un régime qui a changé un pays francophone à un pays anglophone, il ne pouvait pas déjà donner ça à la presse pour montrer que voilà ce que Kagame avait fait? Vous savez, il y a mon confrère qui a dit, bon, écoutez, vous connaissez l'armée française. Vous savez, il y a un rapport Mucho, c'est le rapport du gouvernement rwandais. Si vous lisez ce rapport, sur la responsabilité de la France, il y a où on dit que les Français, l'armée française, embarquaient les Tutsis dans des hélicoptères et arrivaient dans les airs, ils les lâchaient. On connaît l'armée française, après tout. Ils ne peuvent pas aller jusque-là. Vous pensez que l'armée française ne peut pas faire ça? Je crois Je pose la question, monsieur. Moi, connaissant l'armée française, ne peut en tout cas pas aller jusque-là. D'accord, l'armée française ne peut pas tuer les Tutsis. Bon. Il ne peut pas aller jusqu'à embarquer les Tutsis, les gens, dans des hélicoptères. Mais je voulais parler sur la justice aussi. Oui. Avant de terminer. Oui. Sur la justice. La justice qui s'applique aujourd'hui et qui s'est appliquée à Arusha, c'est la justice du vainqueur. Madame Clara Berponté, elle l'a dit, c'était aujourd'hui, je l'ai suivi à la RFI, elle a dit qu'elle voulait enquêter sur les autorités tutsis rwandais qui ont participé dans le génocide. Il a écrit le livre, elle a dit comme ça. Madame Delponté, une femme tenace comme ça, vous pouvez l'intimider? Voilà, elle l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Delponté qui dit « j'ai voulu enquêter ». Mais le Rwanda, les autorités rwandaises, soutenues par les Américains, ils surveillaient même nos services informatiques. Si j'avais, c'est pas moi qui le dis, c'est Delponté. Si j'avais envoyé les enquêteurs au Rwanda, on allait les tuer. Mais malgré ça, Carla Delponté avait dit bon, même si il y a ce problème, mais je vais toujours, il avait publié, même on l'avait dit sur des chaînes, des grandes chaînes internationaux, il a dit je vais toutefois poursuivre les autorités au pouvoir à Kigali qui ont participé dans les massacres. D'accord. Oui. Quelle a été la solution? Oui. On lui a arraché le deuxième mandat. C'est elle qui le dit. Je devrais enquêter. Même l'autre procureur qui a remplacé Delponté. Il regrette de ne pas avoir. C'est Bernard Mouna qui a remplacé Delponté ou c'est Delponté qui a remplacé Bernard Mouna? Non, la première procureur c'est Delponté. Delponté. Ce qui a remplacé lui a déploré qu'il y a eu on l'a empêché d'enquêter sur les responsabilités des autorités rwandaises dans le massacre. Je l'ai dit, le problème ce n'est pas de savoir qui a tué peu, qui a tué plus. Il y a des effets qu'on ne peut pas nier. En 1994, je voulais parler des trois évêques. Lorsque les ex-phares ont fui, il y a à Gitarama, il y a des religieux qui avaient décidé de ne pas quitter le pays. Il y avait trois évêques Hutus, il y avait des religieux espagnols qui étaient à Kabouaï. Quand le FPI est arrivé là-bas, il a balayé tout le monde. Ce sont des faits qu'on ne peut pas quand même nier, qui sont là, les trois évêques Hutus. Et les religieux espagnols, c'est pourquoi d'ailleurs il y a la justice espagnole a aussi lancé des mandats d'arrêt contre
certains responsables du régime actuel. Vous avez fini? Bon, je n'ai pas encore fini, mais peut-être ne pas monopoliser la parole. Vous pouvez donner la parole aux autres. D'accord. Madame Safi Chantal, quand vous suivez ce que votre compatriote dit, qu'est-ce que ça vous fait? Franchement, quand je l'écoute parler, d'abord, il nie tout. Il nie les génocides, il nie le progrès, il nie l'unité, il nie tout le travail que le gouvernement ou Kagame lui-même a fait jusque-là. Je pense que l'opinion internationale, si elle reconnaît que le Rwanda a fait un progrès incroyable, si on est sorti du génocide, on est sorti du sang, du crime, de pleurs, de larmes et tout ça, et qu'on est arrivé aujourd'hui à ce Rwanda actuel, il y a eu quand même un travail. Je pense qu'il y a eu un travail laborieux, oui, on est reçu ça, madame. Il y a un grand travail qui a été fait. D'ailleurs, le Rwanda, c'est un pays de 26 000 km² avec 10 millions d'habitants, 11 millions d'habitants, qui veut exporter le manioc au Congo, qui a 342 km². Donc, c'est quand même un grand progrès. Mais je voulais vous laisser. Lui, il n'est pas en train de nier. Il est seulement en train de dire que voilà, c'est ça. Il y a eu des morts et que peut-être les morts ou tout ne sont pas très bien d'en parler. On peut parler sur les morts. C'est ce que j'ai dit avant. Moi, en tout cas, quand on parle sur les sites que vous allez, dans les témoignages des gens, on dit toujours qu'il y a eu, les génocides ont été perpétrés contre les Tutsis. C'est d'abord été organisé pour ça. Et qu'il y a eu des morts de Hutus modérés. Voilà. Ça a toujours été dit comme ça. Et les évêques qu'on peut compter parmi les Hutus modérés. Bon, ça c'est vous qui le dites. Mais moi je parle de ce que... Bon, j'ai lu des livres comme toi, les rapports et tout ça, mais moi je me dis, ce que j'ai trouvé là au Rwanda, c'est pas ce que vous dites. En tout cas, c'est pas ce que vous dites. Ce que je veux au Rwanda aujourd'hui, la réalité est vraiment une autre chose. Selon moi. Si je vous entends bien, vous avez mis le dos derrière vous, vous regardez en avant. Parce que Kagame a dit, je ne vous demande pas de vous aimer, je vous demande de vous accepter. Il a demandé au peuple rwandais, acceptez-vous. Moi, depuis quand je suis arrivé en 2012-2013, j'ai vu des Rwandais qui revenaient au pays. Ils étaient, les gens qui ont été impliqués, à l'époque, quand ils ont tué, on s'est vanté, j'ai tué tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et on sait qui a fait ça, qui a fait. Même si on doit rentrer 50 ans après, le crime attend la personne qui l'a fait, n'est-ce pas? Hein? Alors, à l'époque, c'est vanté, mais aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui sont revenus et qui ont repris leur terre, qui ont repris leur bien. Moi j'ai vu des gens qui sont revenus, qui n'ont pas été interpellés, rien du tout, pas de problème. Mais c'est lui qui a fait quelque chose, qui a participé d'une manière ou d'une autre, en tout cas, la justice l'attendra, c'est ça. D'accord. Donc la justice attendra ceux qui vont décider. C'est ça qui fait qu'il a peur de rentrer. Ah ben ça n'engage que lui. Hein. Mais moi j'ai vu des Hutus. Moi j'ai 2 amis Hutus. Je parle avec des Hutus, j'ai ri avec des Hutus. Il y a des gens dans ma famille qui s'est marié avec des Hutus sans problème. Mais quand tu vas dehors et que tu écoutes ça, tu te dis mais pas possible. Si tout le monde pouvait rentrer là-bas, vivre un peu, même juste une semaine, un mois, je pense qu'ils vont changer de... Ils vont changer de point de vue. Bon, je ne veux pas vous... Alors, monsieur Guy Milex, quand vous regardez tout ça, on ne souhaite pas. Est-ce que vous pensez que quand il parle, vous sentez que c'est 2 visions quand même, hein? Madame pense que oui, il y a eu ce qu'il a eu, on regarde en avant, mais monsieur pense que oui, on regarde en avant, mais il ne faut pas qu'on oublie les choses qui sont passées en arrière. Mais quand est-ce que vous pouvez transposer ça sur le contexte africain ou le contexte sous-régional, le contexte congolais? Quelles leçons on peut retenir? Je pense dire en premier lieu que madame et monsieur, il n'y a qu'un seul problème. Le problème, c'est que de part et d'autre, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, le régime qui dirige le Rwanda est Tutsi, et les Hutus attendent des Tutsis qu'ils reconnaissent aussi que les Hutus ont été fuyés et que la justice soit aussi équitable de part et d'autre. C'est tout. Mais deuxièmement, le président Paul Kagame ou la communauté internationale a choisi la justice
Et je ne vois pas comment, en choisissant la justice, on peut encore rechercher véritablement une réconciliation ou une unité nationale. Parce que je pense que lorsqu'on prend la ligne de la réconciliation, il faut passer à l'amnistie. Hein? Aujourd'hui, ce qui réconcilierait plus les Rwandais, c'est de décréter une amnistie pour certaines personnes en ce qui concerne le génocide rwandais. Mais il y a eu ce qu'on appelle le gachacha, on a amnisté tout le monde. Non, mais si tout le monde a été amnisté, d'autres ne seraient pas poursuivis aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui continuent toujours à être poursuivis, et ça pose des problèmes. Vous ne pensez pas que qu'on poursuit ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a eu génocide? Bon, maintenant, concernant la sous-région, le génocide rwandais, 20 ans après, a créé des troubles dans la sous-région. Aujourd'hui, nous voyons la RDC qui est déstabilisée. La semaine qui vient de s'écouler, la semaine passée, c'était le jeudi. J'ai assisté à Kinshasa au point de presse du ministre de la Communication, Lambert Mende, qui démontrait déjà et se plaignait de ce que les troupes rwandaises, hein, le mouvement du FDLR, sèment la panique et la désolation dans l'est de la RDC. Mais le FDLR, c'est les Hutus. Mais tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Mais tout ça, ce sont les répercussions du génocide rwandais. C'est tout ça qui a déstabilisé la sous-région. Et je pense qu'une telle guerre, un tel génocide, on ne peut pas la souhaiter dans son propre pays. Hein? Nous ne pouvons pas souhaiter aujourd'hui que le Congo puisse se replonger dans des guerres civiles comme à l'époque en 93. Vous savez, lorsque la dame raconte qu'on a pilé des gens dans le mortier, mais nous avons vécu ça ici. On a vécu ça ici en 93, où les Congolais se sont entretués. Donc je pense que cela devrait être une leçon pour les dirigeants de ce pays, pour ne plus plonger le pays dans une autre crise analogue. Et les solutions sont connues. Vous savez, c'est comme je l'ai dit dès le départ, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc il suffit de regarder si les mêmes causes sont en gestation aujourd'hui dans ce pays pour savoir si nous allons vers une autre catastrophe ou si nous n'allons plus jamais aller vers une guerre civile. Donc ça doit être une leçon pour nous, le génocide rwandais, et je pense que ça doit être une leçon pour toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, parlons plus de réconciliation. L'Afrique a besoin de se construire, et pour se construire, elle a besoin de la paix, elle a besoin de la sérénité, elle a besoin de toutes ses forces vives, de toutes ses ressources humaines, et je pense que les clivages ethniques, tribales, n'ont plus leur place au XXIe siècle. Hein? C'est tout ce que je peux dire, monsieur. C'est tout ce que vous avez dit. Alors vous voyez, le Rwanda, c'est un pays, quand je disais, ce n'est pas des blagues, hein. Ils ont signé une convention aérienne avec le Congo, et qu'ils veulent exporter le manioc au Congo. C'est un territoire de 26 kilomètres, 26 000. Donc c'est quand même un succès économique. Nous, on a 362 000 kilomètres, 42 000, il pleut 9 mois par an, on n'est pas capable de nous nourrir. Donc ça veut dire que quand même les Rwandais font un effort. Alors maintenant... Oui, les 342 000 carrés pour une population de 4 millions. Voilà. Donc eux là-bas, ils ont 26 000 kilomètres carrés pour une population de 11 millions. Donc ça veut dire qu'ils sont plus industriels que nous. Non, mais ça veut dire simplement que le Congo vivrait mieux. Normalement. S'ils travaillent comme les Rwandais. Justement. Voilà. Justement. Donc tout ça, c'est l'actif de Paul Kagame quand même. On voit qu'il fait il y a le mérite de Paul Kagame. Vous reconnaissez ça quand même? Bon, on ne peut pas tout nier quand quelqu'un fait du bien. Jusque là, vous n'avez pas. Sauf que bon, je voulais quand même corriger. Non, vous ne corrigez pas. Bon, c'est mon avis. Bon, non, c'est mon avis. Côté de l'économie, j'ai dit que c'est bon. Moi, je pense. Non, il ne faut pas me corriger. Vous avez parlé que je nie. En aucun cas, je peux jeter des fleurs. Mais en aucun, je ne peux de ma chaise pour couper les Tutsis. Tout comme je ne peux pas jeter des fleurs sur l'armée Tutsi qui a bombardé les camps de réfugiés, qui abritait des femmes et des enfants. Vous avez quel âge à l'époque? Les responsabilités sont partagées. Il faut plutôt regarder tout ce qui a été fait et voir comment faire comme l'Afrique du Sud l'a fait, vérité et réconciliation. Rétablir la vérité de ce qui s'est réellement passé et puis
Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que le président rwandais... Rapidement, oui. Oui, voilà. Le président rwandais, vous savez, il y a le président tanzanien. Le président tanzanien Jakaya Kikwete. Lui aussi avait abondé à ce sens. Pour qu'il y ait la paix, il faut que les rebelles Hutus rwandais qui sont à l'extérieur avec l'opposition négocier avec le Rwanda pour finir une fois pour toutes ces problèmes. Ça doit passer par là. Sinon, je ne peux jamais jeter des fleurs sur ces Hutus qui ont pris des machettes pour couper les Tutsis. C'est maintenant que vous le connaissez. Maintenant, oui. Non. Parce que là, je n'ai vraiment pas... Non, je disais que lorsqu'on parle des morts, aujourd'hui, j'ai entendu le discours de Kagame, il a dit le génocide de Tutsis, point. Moi, j'étais planté sur la télé. Je dis qu'il fallait que tous les victimes soient considérées. D'accord. Voilà. Bon, il fallait que toutes les victimes soient considérées. Moi, j'aimerais, madame, c'est un débat, hein? C'est votre frère, c'est notre frère, vous êtes notre soeur, on est tous des êtres humains, ça arrive. La bêtise est vraiment humaine. Je crois que ça ne se répétera plus au Rwanda. Tous. Mais nous devons reconnaître le mérite, nous devons reconnaître ce qui s'est fait sur le terrain, la réconciliation. Si on est arrivé à ce progrès-là, c'est qu'il y a eu un travail d'unité, de solidarité, de ceci et de cela. S'il reconnaît ça, je suis d'accord avec tout. S'il ne reconnaît pas, alors... Malheureusement, l'émission va finir. Si vous avez quelque chose à dire, monsieur Julien Ndongo. Oui, je pense que les problèmes qu'il y a en Afrique, notamment, toutes les guerres, ce sont des problèmes de gestion du pouvoir, d'accession du pouvoir, de conservation du pouvoir, de partage de pouvoir. Et ce qui se passe au Rwanda, tous les États africains doivent s'inspirer pour qu'on ne fasse pas souvent un calcage du modèle démocratique en Occident pour le transposer dans nos pays. Parce que les Hutus sont majoritaires, les Tutsis sont minoritaires. Si on fait une transposition de la situation de la démocratie à l'occidental au Rwanda, ça ne marchera pas. Et moi je pense qu'il faut s'inspirer, par exemple, essayer de mettre des mécanismes dans nos constitutions pour faire participer tout le monde. Vous avez dit le modèle nigérian la dernière fois. Par exemple, le modèle nigérian, faire de telle sorte que si c'est un président du Sud, s'il fait 2 mandats, le prochain mandat sera un président du Nord. Parce que lorsque les gens s'estiment lésés, lorsque les gens sentent qu'ils ne sont pas impliqués dans la gestion de l'affaire publique, lorsque les richesses nationales, les personnes se sentent mises à l'écart, les gens utilisent la voie des armes et c'est tout le problème de nos États africains. Merci beaucoup. Je m'excuse, on ne peut pas continuer. On a fait cette émission spéciale aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes du génocide de 94. C'est notre contribution, c'est la contribution de MN Télévision, la contribution du Congo et la contribution de tout le monde qui aime le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, tout ce qui sont, oui, l'Afrique en général. Et on espère que ça ne va plus se répéter et que les erreurs qui ont commis dans les années passées, le grand paradoxe c'est que en 60, les Hutus, les Tutsis sont partis et les Hutus ont négligé et les Tutsis sont revenus aujourd'hui. Il ne faudra pas que demain ça soit un sens inverse. Et notre souhait c'est que Madame Safi, vous comprenez bien votre frère, vous n'avez pas de rancune contre lui. Non. Merci. Le président Kagame, en tout cas, c'est la leçon qu'il donne à tout le monde. Allons de l'avant. Ne soyons pas prisonniers du passé, mais le passé nous aide à aller de l'avant. Aller de l'avant. Voilà. Et Lucien, vous comprenez avec votre sœur, notre sœur. Effectivement, je n'ai rien contre elle. D'ailleurs, moi, vous allez vous saluer, non? Oh. Mais salut, maintenant, on vous voit. Mais qu'est-ce qui vous dit que je pas le salut? Non, il n'y a pas de problème. Non, moi, c'est le salut seulement si... Salut-le quand même. Non, je le salue pas. Mais ne peut saluer pas. Non, je vais le saluer, mais je veux qu'il reconnaisse quand même que le Rwanda fait un effort. Bon, maintenant, prends ton micro, c'est toi qui es l'homme bien salué, madame. S'il me dit reconnaît ça, en tout cas, je vais même l'embrasser. Voilà. S'il reconnaît pas... Bon, salut, madame, quand même. Salut, mais reconnaissez vous parlez, D'accord. Bon, c'est très bien ça. Voilà. Écoutez, donc voilà, nous remercions tout monsieur Bonzi
qui est journaliste, directeur de publication de La Voix du Peuple, qui est suspendu. On attend votre suspension finit quand? En août. Donc voilà. Et puis Madame Sati Chantal, Oui. merci pour votre geste. Merci à vous. Monsieur Gilles Ondongo, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Lucien Teliberi, merci et merci aussi pour votre geste. La réconciliation est toujours bien. Ok, ça c'est vraiment une évidence et c'est ce que je souhaite. Exactement. Oui. Donc, pour Mais ceux le qui... Rwanda vous attend. Hein. On est là, on aime bien. Il faut revenir au pays. On aime bien le Rwanda, madame. Césaire nous l'a toujours dit. D'accord, il va revenir, comme Aimé Césaire a dit, un jour on rentre au pays natal. Ouais. Ne quittez pas, continuez toujours à suivre les émissions de MNTV et tout juste après cette émission spéciale sur le Rwanda, ça serait la rediffusion de l'émission Point de presse présentée par